Bien, merci. Je suis très honoré d'avoir été invité par la Ligue des droits de l'homme. Et puis, à cet honneur s'ajoute le plaisir d'être entouré de personnalités que j'estime compétentes et jeunes. J'ai inclus, bien entendu, Gérard aussi, hein, s'il a quelques doutes. Si, je sais qu'il est très jeune. Ça a été une bonne idée, je crois, de faire commencer cette table ronde par une historienne. Je trouve aujourd'hui qu'on manque beaucoup d'histoire et qu'on est en quelque sorte obligé de réfléchir essentiellement ici et maintenant, ce qui est un appauvrissement considérable. Nous avons beaucoup à apprendre de l'histoire. Et je voudrais justement à ce propos tester peut-être une réflexion que j'ai mis en ordre récemment, qui me conduit à penser qu'il y a un très fort déterminisme historique dans la notion de service public et l'usage que l'on doit en faire, comme d'ailleurs pour le modèle social dont on nous a parlé. Et qu'il faut s'efforcer sur le très long terme de dégager ce que j'ai appelé les tendances lourdes, sachant bien que ces tendances lourdes sont une construction intellectuelle qui est très critiquable et qui est très contestée par ce qu'on peut appeler des contre-tendances à ces tendances lourdes. Et c'est de cette manière, de cette dialectique, me semble-t-il, que l'on doit essayer d'éclairer le présent et de nourrir des propositions pour l'avenir. Alors, quelle tendance lourde? J'en distingue pour ma part, et c'est, je le répète, critiquable. La première, c'est la sécularisation et l'affirmation de l'État au fil d'une histoire pluriséculaire. À partir du XIIIe, XIVe siècle, le roi n'est plus roi par la grâce de Dieu, mais par son autorité propre. Il y a ensuite un débat sur le corps du roi et la manière dont se détache l'État du corps du roi lui-même. Et puis jusqu'à nos jours, où nous nous trouvons avec, d'une part, un État qui a gagné en autonomie, qui s'est entouré d'une administration qui n'a cessé de croître, et puis des citoyens qui débattent pour à la fois conquérir le pouvoir d'État, tandis que l'État est devenu le lieu de la genèse de l'intérêt général. Première tendance lourde, donc, l'affirmation de l'État. Deuxième tendance lourde, ce que j'appellerais la socialisation des besoins et des financements. Je n'insisterai pas sur la socialisation des besoins parce que c'est le fond de réflexion du collectif Nos Services Publics. Ils ont déjà produit sur le sujet et je ne doute pas qu'ils produisent encore beaucoup à ce choix qu'ils ont fait de mettre le centre de gravité de la réflexion dans les besoins et non dans les moyens, ceci étant essentiellement réduit aux dotations budgétaires, ce qui est aussi une insuffisance. Alors, on dispose de moyens et de marqueurs de ces moyens, le montant de la dépense publique, le taux des prélèvements obligatoires, les effectifs qui nourrissent ces moyens. Deuxième tendance lourde, donc, cette socialisation des besoins et des moyens. Troisième tendance lourde, une maturation dont néanmoins nous sommes friands dans notre pays, en France, sur des concepts et des principes. L'intérêt général. L'intérêt général nous a été proposé par les théoriciens de l'économie néoclassique à la fin du XIXe siècle sous forme d'un optimum social qui a trouvé rapidement ses limites, en ce sens que
le citoyen ne se réduit pas ni à un consommateur, ni à un producteur. Et donc, une contribution insuffisante. Et donc, la nécessité de se demander si l'intérêt est véritablement général. Car si la Déclaration des droits de l'homme dit aussi que la loi est l'expression de la volonté générale, eh bien, dans ce cas, l'intérêt n'est pas général, il est seulement majoritaire. Et on le vit de manière très prégnante aujourd'hui avec l'utilisation du 49.3, par exemple, pour voir quelles sont les limites de la formation de l'intérêt général. La notion de service public est une notion très ancienne dans l'histoire de France. On en trouve l'expression dans les essais de Montaigne et sous des formes extrêmement variables et dans des acceptions variées. Tout au long des siècles, on a évoqué le service public. Jusqu'à un moment fort, à la fin du XIXe siècle, en même temps que parlaient les néoclassiques que je viens d'évoquer, une école française du service public s'est constituée avec des universitaires et des juristes de haut niveau, qu'on appelait aussi l'école de Bordeaux, et qui a défini dans une grande pureté, en quelque sorte, ce qu'on doit appeler comme service public. Et il est utile, je crois, pour nous de continuer à nous y référer, même si ensuite ces notions ont été dénaturées. Il y a, disait-il, service public lorsqu'il y a mission d'intérêt général, personne morale de droit public, droit et juge administratif, couverture par l'impôt et non par les prix. Ce qui fait que dans toute cette pureté, les services publics devraient être globalement gratuits. Il me semble que, en dépit peut-être du schématisme de ces tendances lourdes, elles nous disent quelque chose aujourd'hui dans nos différentes préoccupations sur le sujet. Alors, les contre-tendances. Les contre-tendances ont toujours existé. Les tendances ne s'expriment pas selon un long fleuve tranquille. Et il y a eu, par exemple, tout au long du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, une conception de la fonction publique, mais plus généralement des services publics, autoritaire, hiérarchique, et qui conduisait même les syndicats, par exemple, à dénoncer l'idée d'un statut carcan qui leur était proposé par les gouvernements les plus réactionnaires. C'était en fait un instrument disciplinaire pour que les agents au service public soient obéissants. C'était l'époque qui a duré donc longtemps comme contre-tendance du fonctionnaire sujet. Et ceci jusqu'en 1946, qui a fait émerger la notion de fonctionnaire citoyen. Ensuite, il y a la fonction publique. Et j'ai souhaité, en même temps que l'élaboration juridique et un débat parlementaire qui aura duré de 1981 à 1986, j'ai souhaité que les choix auxquels on avait procédé soient clairement explicités. Choix du fonctionnaire citoyen, héritage de 1946, du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans l'esprit du Conseil national de la résistance. Choix du système de la carrière, indiquant que ce n'est pas seulement le métier qui peut définir un fonctionnaire, mais c'est une fonction. Et de même que Léon Duguit, l'un membre de l'école de Bordeaux, disait « l'État, c'est une coopération de services publics », je crois qu'on peut dire aussi aujourd'hui que le service public, c'est une coopération de travailleurs collectifs. Et donc, dans cette acception, le deuxième choix était le système de la carrière. Le troisième était celui, puisqu'on avait étendu le champ
de la fonction publique aux territoriaux et aux établissements publics hospitaliers, c'était le choix d'un équilibre subtil, difficile, entre l'unité qui se voulait avant tout protestation républicaine et puis la diversité qui devait respecter ce qu'on appelle aujourd'hui, article 72 de la Constitution, la libre administration des collectivités territoriales. Donc, la nécessité, tout au fil de cette tendances, c'est la nécessité d'une réflexion idéologique profonde et de choix parfaitement caractérisés. Je veux réduire la brève analyse de la contre-tendance de nos jours, qui est celle qui est née à partir du début de 1980. 79, élection de Margaret Thatcher. 80, Ronald Reagan. 82, Helmut Kohl. François Mitterrand en 81, à contre-pied de cette tendance, mais qu'il rejoint rapidement en 1983 par la force des choses. Disons les choses comme ça. Cette contre-tendance, elle est marquée par la déréglementation, la dérégulation, par les privatisations, par la réduction des garanties sociales, par l'affaiblissement des statuts, qu'ils soient législatifs ou réglementaires. Et nous en arrivons à la période actuelle, qui a été donc ouverte depuis il y a maintenant quatre décennies. Pendant toute la période qui va jusqu'en 2017, on assiste à toute une série d'attaques contre les statuts en général. Une attaque contre les statuts marquée par la loi Galland en 1987, par un rapport du Conseil d'État après la cohabitation de 1997-2002, qui se veut comme une vengeance un peu mesquine contre ce qui s'était produit auparavant. Le Conseil d'État va même jusqu'à dire qu'il faut faire du contrat une source autonome du droit de la fonction publique. Ensuite, il y a une déclaration de Nicolas Sarkozy qui dit « Je veux gérer les hommes plutôt que les statuts ». Expression parfaitement démagogique quand on suit la politique qui a effectivement menée sous son autorité. Et il se prononce contre les formes statutaires en faveur d'un contrat de droit privé négocié de gré à gré. Et on en arrive à la situation actuelle sous l'exécutif actuel. Le président de la République actuellement avait déjà, pendant sa campagne électorale, considéré que les statuts étaient des formes inappropriées. Arrivé au pouvoir, il met en place un instrument qui était ultra sophistiqué pour suggérer qu'il était sérieux. La Commission Action Publique 22, la CAP 22, dont le premier produit devait être un rapport en mars 2018, et dès février, le Premier ministre a dit quelles étaient les orientations que ce gouvernement allait prendre, et on n'a jamais eu de publication officielle de ce rapport, et d'ailleurs on n'a jamais rien eu d'autres produits de cette commission. Jusqu'à la loi du 6 août 2019, loi dite de transformation de la fonction publique. Cette loi est effectivement intéressante parce qu'elle intervient après donc cette démarche chaotique de la CAP 22, mais elle traduit néanmoins une stratégie claire qui a commencé par la modification du Code du travail dans un sens libéral. Puis c'est poursuivi par la suppression du statut des cheminots, car c'était l'entreprise publique qui a semblé au pouvoir actuel être la plus vulnérable et qui était effectivement très détériorée.
Et puis, il y a maintenant, effectivement, cette loi qui intervient. On peut la résumer dans les choix qu'elle a fait en disant que, premièrement, il s'agit d'un alignement du public sur le privé. Deuxièmement, d'un recours accru au contrat, c'est-à-dire recrutement de contractuels, plutôt qu'à la loi ouverture de concours pour les fonctionnaires dans des conditions satisfaisantes. Et puis, également, troisième caractéristique, renforcement du pouvoir discrétionnaire par le développement de la fongibilité des grandes catégories de fonctionnaires. Autrement dit, il s'agit pour l'exécutif de mettre qui il veut là où il veut, indépendamment des règles statutaires qui ont été posées. Cela est très dangereux pour l'état de droit et pour l'état du service public. D'abord parce que ça introduit une confusion entre les finalités privées et les finalités publiques, ce qui fait qu'on ne sait plus très bien vers quelle éthique on souhaite prospérer. Ensuite, cela développe le risque de conflit d'intérêts dans la mesure où se mêlent précisément des acteurs publics et privés. Et puis, ça peut aboutir, on l'a vu sur la base de nombreux exemples, par une véritable captation de l'action publique par le privé. C'est ce qu'on appelle le rétro-pantouflage, qui conduit certains hauts fonctionnaires à aller dans le privé, à se faire un carnet d'adresses, puis à revenir dans le public pour en faire bénéficier, entre guillemets, l'État. Le meilleur exemple, c'est notre président de la République actuelle. Donc, il faut avoir, me semble-t-il, cette conscience de la nocivité de cette loi. Mais pour autant, ne pas verser dans un pessimisme qui, à mon avis, n'est pas justifié, car la politique ainsi mise en œuvre, on ne peut pas dire qu'elle ait rencontré jusqu'à présent des succès, ni même qu'elle soit parvenue à ses propres objectifs affichés. Il était prévu une suppression de 120 000 emplois de fonctionnaires avant l'élection. Le président de la République, dans le cadre des crises qui ont été évoquées tout à l'heure, a augmenté les effectifs. Il était prévu une grande opération de nouveau management public. Celui-ci, je crois pouvoir dire aujourd'hui, car on serait bien en peine de dire par quelles caractéristiques il se présente à nous et en quoi il est opérationnel. Eh bien, je crois que c'était un fiasco qui a entraîné dans son fiasco l'École nationale d'administration, qui se voulait, au terme de l'une de ses directrices, Nathalie Loiseau, être le temple du nouveau management public. Donc, je crois qu'il ne faut pas verser dans un pessimisme et que les réunions que j'ai pu faire avant la crise, notamment en milieu syndical, me chagrinaient beaucoup, car ce qu'on entendait surtout, c'était « il casse tout, il casse tout ». Et cela suggère, bien entendu, que s'il casse tout, ben, on ne peut plus rien faire. Or, je crois que le pessimisme finit par devenir, dans ces conditions, un confort, mais un confort malsain. Et il faut réagir contre ce confort malsain. Voilà, me semble-t-il, comment, pour ma part, en tout cas, j'analyse la situation actuelle en termes de tendance et de contre-tendance. Je ne crois pas que les contre-tendances peuvent devenir les tendances en prenant le pas sur celles que j'ai évoquées. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est que je crois que l'initiative privée est essentiellement de caractère unidimensionnel. C'est-à-dire que même si le MEDEF se bat régulièrement pour inscrire dans les textes que l'entreprise privée aussi contribue à l'intérêt général, contribue aussi à l'utilité collective, il ne reste pas moins que ce qui compte pour l'entreprise privée, c'est le taux de rentabilité interne, c'est le retour sur investissement, et c'est le profit, pour te dire, disons les choses simplement.
À l'inverse, l'activité publique est par définition multidimensionnelle. Toute action publique doit se soucier de la souveraineté nationale, du modèle social, du modèle migratoire, de l'indépendance nationale, de la politique d'immigration, de la recherche, de l'emploi, du commerce extérieur. Bien entendu, avec des pondérations diverses selon les actions. Mais c'est un impératif pour l'action publique de prendre en compte, d'avoir le souci de l'ensemble de ces dimensions. La deuxième raison qui me fait penser que la politique actuelle en matière de service public ne peut pas prospérer, c'est que, comment dirais-je, elle ne part pas de la réalité du service public. Le service public, c'est tout d'abord un effort collectif. Je reprends la formule de Léon Duguit tout à l'heure à propos de l'État. Je crois que le service public, c'est une coopération de travailleurs collectifs et la crise en a fait la démonstration dans le cadre sanitaire, mais de manière aussi plus générale. La deuxième caractéristique, c'est que le service public est avant tout structurel et non pas circonstanciel, conjoncturel. Et il doit avoir l'idée d'une visibilité de l'administration pour l'ensemble du peuple français sur les grandes options que représentent les services publics bien connus. Et la troisième, c'est que le service public, c'est nécessairement du long terme, voire du très long terme. Et c'est pour cela que je pense que l'histoire est utile dans cette réflexion. Il est absolument insensé de définir une politique de la fonction publique dans le cadre de l'annualité budgétaire. C'est un non-sens, c'est une irrationalité complète. Donc je crois que sur cette base, nous avons de quoi nourrir ce que j'appellerais un devoir d'optimisme. Et alors, que faire, puisque c'est aussi une question qui nous est posée, et comme aurait dit un grand ancêtre. Je termine. Je souhaite qu'on se place sur 3 terrains. En tout cas, c'est ceux que je retiens pour ma part. Le premier, c'est qu'il faut faire beaucoup plus de recherche idéologique. La notion de service public doit être approfondie dans le cadre d'aujourd'hui. Il faut perfectionner aussi notre savoir en matière juridique et de façon méthodologique par une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences notamment. Deuxièmement, je crois qu'il faut organiser des convergences dans le cadre du service public, de la fonction publique proprement dite, mais aussi dans le cadre plus large du service public étendu aux entreprises productives du secteur public. Et enfin, troisièmement, je crois que, et c'est la question peut-être qui m'intéresse le plus en ce moment, puisque nos services publics ont mis l'accent sur les besoins, est-ce que ce qui tente à ravaler un peu et à minorer l'intérêt apporté aux moyens, je crois au contraire qu'il faut faire des besoins les acteurs de définition des moyens eux-mêmes. Car il n'y a pas que des dotations budgétaires, il y a toute une série de moyens, et je n'en prends comme exemple, un exemple qui peut-être apparaîtra à certains d'entre vous, une provocation, en citant le point 9 du préambule de la Constitution de 1946, ainsi libellé: « Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert le caractère d'un service public ou d'un monopole de fait doit devenir propriété de la collectivité. » La nationalisation, c'est aussi un moyen que je rappelle dans un désert idéologique sur ce sujet. Je terminerai par une formule qui m'est chère et qui a beaucoup pesé dans mon enfance, la formule d'un religieux qui était aussi un homme de science, d'un jésuite qui était paléontologue, Pierre Teilhard de Chardin, qui un jour a écrit:
on empêchera plutôt la Terre de tourner que l'homme de se socialiser. Merci.